Bonjour à tous. Et bonjour à tous. Bienvenue. Dernière session de Stereotype Coding, la 6e et la dernière. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts du coup pour ce dernier apprentissage. Donc le but un peu d'aujourd'hui, c'est qu'on fasse un petit topo sur ce qu'on a vu et qu'on aille encore un peu plus loin sur Ruby. Et du coup, qu'on découvre ce que c'est un arrêt et un hash. Donc, ça va être un peu la grande découverte d'aujourd'hui. Et après, le cours va être assez rapide, mais le but, c'est qu'on puisse faire un exercice tous ensemble. Donc, on va vous faire réfléchir un petit peu pendant le petit quart d'heure restant. Et après, on vous donnera un challenge à finaliser du coup chez vous. Et on vous donnera la correction en début de semaine prochaine. Donc, je laisse du coup Maxime prendre le relais. Et moi, je suis là sur les questions. Je vais vous partager mon écran. Hop là, partager l'écran. On va prendre celui-là. Screen 1. Screen 1, ça sera très bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle donc les arrêts, qu'on appelle aussi des tableaux, et les haches qui sont juste des tables de hachage. Mais on va commencer par les arrêts. Donc, les arrêts, on en a parlé mercredi, quand on a fait les itérateurs. Les arrêts, en fait, vous avez en fait ce qu'on appelle une collection. Donc, en fait, dans un arrêt, vous pouvez mettre aussi bien des noms, des strings, des booléens, des symboles, même d'autres arrêts dedans. Et pour les définir, en fait, il suffit de les mettre tout ça entre crochets et chaque valeur séparée par des virgules. Donc, concrètement, un arrêt, par exemple, on va l'appeler ça, on va faire names est égal à, voilà, les prénoms qu'on a là-dedans. J'ai vu qu'il y avait Nathalie. Voilà, ça par exemple, c'est un arrêt. En l'occurrence, c'est avec des noms, tout simplement. Et c'est un arrêt. Donc, vous voyez, ça commence et ça finit par des crochets. Et à l'intérieur, j'ai mis donc des strings séparés par des virgules. Donc, vous voyez bien que j'ai mis les strings, par contre, évidemment, toujours avec les guillemets. Si jamais vous le mettez sans guillemets, pour lui, il ne sait pas trop ce que c'est. Donc là, ça, c'est toujours faire très attention. Vous mettez toujours des guillemets pour les strings. Vous pourriez mettre, par exemple, aussi des chiffres, 42. Si on veut mettre, on pourrait mettre aussi true, par exemple, ça passe. On pourrait même mettre nil. On en avait passé. Voilà. Donc, on peut mettre évidemment tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'ordre. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous les mettez comme vous voulez. 42, j'aurais pu le mettre juste après Maxime, puis mettre Pauline après. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. L'arrêt, vous le construisez comme vous voulez. Donc, le but du jeu, en fait, avec un arrêt, c'est surtout en fait, de pouvoir mettre à l'intérieur de la donnée. Et l'avantage derrière, comme on avait vu avec les itérateurs, c'est qu'on pouvait itérer dessus. Donc, c'est un avantage. Pour reprendre le cours, hop. Donc, comme on disait, effectivement, pour les arrêts, on peut mettre tout ce qu'on veut. Les arrêts, en fait, pour accéder aux éléments, comme vous voyez, en fait, il faut se dire que chaque élément a un index. Sauf que pour l'index, ça commence à partir de 0. Donc, par exemple, Maxime est à l'index 0. Pauline à l'index 1 et ainsi de suite. D'accord? Donc, par exemple, si je veux afficher donc, un élément, on va dire qu'on veut afficher, allez, Raphaël. Donc, on est obligé d'appeler l'arrêt en question. Et entre crochets, on va mettre l'index en question. Donc, Raphaël, il a l'index 0, 1, 2, 3. Donc, si je mets 3, on va mettre un petit put, sinon on ne va pas le voir. Ici, hop, hop. Voilà. Et là, ça m'a affiché Raphaël, tout simplement. Voilà. Donc, ça ce qui permet en fait d'accéder aux données qui sont dans l'arrêt, c'est à partir de leur index. Et évidemment, comme vous pouvez voir, l'index suffit de compter de 0 en partant de 0 et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez accéder à ce que vous voulez. Donc, si on veut en afficher un autre, on pourrait mettre, par exemple, allez, on met Pauline, hop, et ça m'affiche Raphaël et Pauline, tout simplement. Pour continuer avec les arrêts, puisque ce n'est pas fini, on peut ajouter des éléments et les supprimer de l'arrêt directement. Donc, pour ajouter un élément, rien de plus simple, on a deux solutions. Soit on fait la méthode la plus rapide qui est en fait ça, qui signifie ajoute à l'arrêt. Par exemple, on va mettre, hop, qu'est-ce que je vois marquer Louis. On va ajouter Louis et on va afficher l'arrêt tout simplement. Il va m'afficher tous les prénoms. Vous voyez, bon, vous ne comptez pas les deux premiers, mais vous voyez Maxime, Pauline, Nathalie, Raphaël, 42 trous. Le vide, c'est la valeur nil que j'ai donnée, qui est ici. Et enfin, il m'a rajouté Louis à la fin, puisque je lui ai dit de rajouter. Vous avez aussi, pour pouvoir ajouter, vous pouvez ici écrire
push. Mémoire, hop, que je ne dise pas de bêtises. Vous faites names.push, je crois que c'est comme ça. Il me semble que c'est ça qu'il faut faire. On va le tester parce que je n'utilise pas très souvent le push, je ne vous le cache pas. On va tenter ça. Voilà, c'est ça. Vous faites names, donc le nom de l'arrêt, point push qui est la méthode en fait, qui est une méthode qui est juste push, qui permet d'ajouter, et entre parenthèses, vous mettez ce que vous voulez ajouter. Là on a mis Louis, mais je pourrais aussi bien mettre 42, ou même plutôt 45. Voilà. Allez, 445, vous voyez, ça marche aussi, ça m'ajoute un nombre dans ce cas-là. Tout simplement. Si on veut les supprimer, ça c'est l'accès. Pour les supprimer, on a tout simplement le names.delete. Donc là, par contre, si on ajoute et qu'on veut supprimer, donc on va supprimer 445. Et si je n'affiche pas derrière, ça ne va pas marcher. Voilà. Vous voyez, dans le premier, il y est, et dans le deuxième, il n'y est plus. Donc ça l'a enlevé, tout simplement. Pour petite information, vous avez aussi, quand on veut delete, vous pouvez aussi delete à partir d'un index. À ce moment-là, c'est le delete at. Et là, vous mettez le numéro d'index. Par exemple, je vais enlever Maxime. Vous voyez, hop, après le trou, il y avait Neil. Puis après, normalement, il était censé y avoir Maxime, il n'y est plus. Donc, vous pouvez supprimer aussi bien si vous connaissez la donnée que vous avez, vous savez comment elle est écrite à l'exactitude, vous pouvez la supprimer. Si par contre, vous ne la connaissez pas l'exactitude, mais vous savez à quel index elle est, vous pouvez supprimer à l'index donné. Tout simplement. Voilà, ça c'était, bon, vous voyez, il marque le delete at, et moi je vous ai montré le delete également. Ben, voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur les arrêts avant qu'on passe sur les haches? Il y a Marion qui demande, peut-on rajouter une valeur dans l'arrêt via un get? Bien sûr, vous pouvez. Par exemple, hop là, on va laisser tout ça, je vais le mettre en commentaire. Comme ça, je garde l'arrêt que j'avais à la base. Imaginons que, on va dire name est égal, c'est qui a demandé ça? Marion. Donc, on va dire, hop, name est égal get.chomp, tout simplement. Et on peut faire, très bien, name, on ajoute name. Donc là, si je relance, il me demande donc un nom, on va mettre Marion. Et j'ai pas alors, il va se passer parce que je n'ai pas affiché names. Voilà, on va le refaire. Donc là, je saisis Marion parce qu'il me le demande. Et vous voyez qu'à la fin, hop, il a ajouté ce qu'on a saisi. Vous pouvez amplement ajouter une variable directement. Il n'y a pas de problème, ça marche. Alors, petite information qui pourrait être utile, que je n'avais pas précisé lors du print et du put. Vous voyez, quand je fais put name, ça me les affiche les uns en dessous des autres. Si par contre, j'écris print names, vous allez voir que ça ne me l'affiche pas de la même manière. Ah oui, il faut que je remette en prénom. Voilà. Donc, la différence aussi entre put et print, comme vous pouvez le voir, c'est plus simple de le voir quand on travaille sur les arrêts, sinon vous ne l'auriez pas vu, c'est que put, en fait, vous les affichez l'un en dessous de l'autre parce qu'en fait, il va passer sur chaque élément et il va faire un retour à la ligne, alors que print, en fait, va le mettre tel qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites un print, vous voyez réellement quel type de données vous avez. Sur le put, vous ne le voyez pas très bien, vous ne savez pas forcément que c'est un arrêt. Sur le print, vous voyez tout de suite que c'est un arrêt avec ce qu'il y a dedans et toutes les valeurs. Vous voyez que nil, ou quand on fait un put, c'est rien. Là, il vous l'affiche. Donc, vous savez qu'à cet endroit-là, vous avez nil. Voilà, ça sera peut-être une petite aide en plus pour plus tard. Voilà, savoir que print permet d'afficher en fait tel que c'est. Et c'est aussi un truc à faire attention d'abord quand on fait un put ou un print en fonction de ce que vous voulez afficher. Il y a une très bonne question de Sébastien qui dit si on a plusieurs fois Maxime dans l'arrêt, c'est écrit exactement de la même manière. Si tu fais un names.delete Maxime, est-ce que ça va supprimer tous les Maximes? C'est une très bonne question. Il me semble que ça n'efface que la première rencontrée, mais on va vite faire le test. On va donc, hop là, on va faire ça. On va faire un names. On va ajouter à nouveau Maxime. Voilà. On va regarder qu'il affiche bien les deux Maximes. Déjà, voilà, il affiche bien les deux. Et si maintenant on fait un names.delete Maxime, et ben voilà, ça a effacé les deux. Oui, là c'est parce que vous ne voyez pas le saut de ligne, mais normalement, il faut imaginer que là, entre les deux, il n'y a rien.
voyez, donc on saute Maxime, tac, tac, jusqu'à Maxime, on saute une ligne, et là on a Pauline et appuie les deux Maxime. Effectivement, delete supprime les deux. Voilà. Ok, très intéressant. Très intéressant à savoir. Vous voyez, je ne m'étais jamais posé la question. Merci de l'avoir posé. J'adore Dan, il dit Ruby, quelle puissance. Oui, effectivement. totalement. Ruby est vraiment génial sur plein de trucs, il est hyper intelligent. Et surtout, il est très facile à apprendre. Il est, enfin, c'est vraiment, c'est ce lit tel que vous le pensez. Vous pensez quelque chose, il n'y a plus qu'à l'écrire de la même manière. C'est ça où c'est très pratique. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les arrêts? C'est tout? Ouais. Allez. Hop. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les haches ou table de hachage. Alors, hop, on va revenir sur le cours. Alors, ça revient au même qu'à peu près un arrêt, c'est-à-dire c'est une collection, toujours, mais simplement ce coup-ci, en fait, on va faire en fait une paire avec une clé et une valeur. C'est-à-dire au lieu d'avoir de la donnée toute simple dedans et avoir un index, on va juste en fait leur donner pour chaque élément, il va avoir une clé et cette clé va avoir une valeur. Comme vous pouvez voir juste en dessous, vous voyez la clé 1 avec la value 1, tout simplement. Donc voilà comment ça s'écrit. Donc le H là, c'est des accolades ce coup-ci, contrairement à l'arrêt qui est avec des crochets. Vous mettez des accolades, toujours séparées par des virgules. Voilà. Et vous mettez en fait vous mettez la clé d'abord, l'égal avec le chevron, la valeur ensuite. Pour vous donner un exemple, on va faire ages. Voilà. Donc on va dire par exemple, Maxime. On va dire qu'il a 31. Pauline. On va dire qu'elle a 24. 25. Allez, 25. Quelqu'un d'autre qui veut jouer? Quelqu'un a un âge à me donner? Ou un nombre, au pif? Dan, 43. Allez. Marion, 31. Raphaël, 30. Voilà, on ne va pas tous les mettre. Allez, ce coup-ci, je mets que Dan. Dan, 43. Donc, vous voyez, voilà. En fait, là, j'ai assigné pour à la variable âge. Je lui ai donné un H. Dans ce H, la clé Maxime a la valeur 31. Pauline a la valeur 25 et Dan a la valeur 43. C'est comme ça que ça se construit, un H. Voilà. Le plus simple, en fait, c'est aussi de le mettre ligne par ligne, comme vous pouvez le voir comme ça, tout simplement pour la lisibilité. Vous pouvez le faire en brut. Ça, comme ça. Mais alors, là, si jamais je ne vous raconte pas, si vous avez 40 données à écrire sur une seule ligne, vous souhaitez bon courage pour celui qui va vous relire derrière. Et même vous, quand vous allez revenir sur le code. Le mieux, effectivement, c'est d'écrire comme ça, l'un en dessous de l'autre. C'est plus lisible, on retrouve tout de suite les informations. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à des poupées russes. En fait. Ben, c'est ça. Tu vois, ça fait un peu entonnoir. Et après, à l'intérieur donc de la variable âge, on a en fait un peu un dictionnaire. C'est-à-dire à chaque fois, on a le mot et la définition qui va avec. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Voilà. Donc, autre façon pour créer un H, vous voyez, donc moi, je l'ai créé directement en brut. Donc, en fait, je l'ai fait avec égal et j'ai tout mis dedans. On aurait très bien pu faire âge égale H, je crois que c'est avec un H majuscule, point .new. Non, c'est bon, c'est ça. Et là, à âge, on va ajouter la donnée. Donc, pour ajouter de la donnée à un H, en fait, donc là, j'ai fait H égale H.new, donc ça, c'est bon. On va dire que Maxime, on dit qu'il est égal à 31. Et là, on duplique. 5. Hop, pour Pauline. Voilà. Ça, c'est la même manière d'écrire. Donc, à savoir une chose, vous voyez, donc, dans la première, je l'ai mis en brut directement. Dans la deuxième, j'ai d'abord créé un H, ici en faisant H.new. Alors, autre solution pour faire le H.new vide, en fait, on pouvait écrire aussi bien ça. H égale accolade sans rien dedans, ça revient au même que de faire H.new. Ça crée un H vide. Et après, on ajoute au fur et à mesure. Qu'est-ce qui se passe dans H à ce moment-là? Quand vous appelez en fait âge et entre crochets, vous mettez la clé, Maxime en l'occurrence, et vous lui donnez égal 31. Donc lui, en fait, ce qu'il se dit, c'est que dans âge, je vais mettre la paire clé-valeur, Maxime en clé, 31 en valeur. Par contre, si par exemple, elle existait déjà, et ça c'est important à savoir, on va faire un put edges, on va même faire un print edges, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais ce sera plus simple. Voilà, justement, j'y venais. On ne peut pas effectivement avoir plusieurs clés identiques.
les clés sont uniques. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, là, je reprends H de Maxime et je décide, finalement, je me dis non, il paraît plus jeune, allez, on lui met 28 et autres. En fait, il va écraser la première donnée de 31 et il va mettre 28 à la place. Il ne va pas la rajouter. Donc, pour vous montrer ce que ça donne, c'est là. C'est pas affiché le deuxième. Ah si, c'est affiché, mais l'un après l'autre. Donc, on va faire un petit... Ce sera plus visible. Voilà. Donc, vous voyez, le premier où j'avais mis 31, et le deuxième, en fait, il n'a pas rajouté le 28 avec Maxime. Vu qu'il a vu que la clé Maxime existait déjà, hop, il a remplacé la valeur qu'il y avait dedans, tout simplement. Donc voilà, ça c'est très important à savoir. Contrairement à un arrêt où vous faites un push ou vous ajoutez, vous pouvez ajouter. Là, si vous mettez la même clé, ça va supprimer la donnée qu'il y avait, ça va la remplacer par ce que vous avez mis à nouveau. Donc ça, c'est à faire très attention quand vous manipulez des haches. Il ne peut pas y avoir 2 fois la même clé. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. Alors, pour accéder effectivement à la clé, enfin aux valeurs de chacun, là, on retourne un petit peu avec les, les arrêts, mais au lieu de mettre l'index, si par exemple, je veux afficher juste Maxime, là, on fait un print de pages, et là, entre crochets, je marque Maxime. Voilà. Faire ça, en fait, ça lui dit d'aller chercher la valeur de la clé Maxime. Voilà, vous voyez, ça me met 28. Alors, le pourcentage que vous voyez, effectivement, au cas où vous posiez la question, le pourcentage, c'est juste pour me dire que j'ai fait un print, et donc, en fait, il n'y a rien derrière. Contrairement au putz qui me met à la ligne, en fait. C'est normal que vous voyez un pourcentage à chaque fois à la fin. Voilà, donc en fait, c'est comme ça qu'il faut le lire, c'est que pour accéder à une donnée d'un hash, vous lui demandez en fait la valeur qui a la clé, et vous mettez le nom de la clé, en l'occurrence. Donc là, moi, j'ai demandé l'âge de Maxime, il me renvoie bien 28, puisque c'est la dernière fois que j'ai ajouté, c'était 28 pour Maxime. Ici. Voilà, est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà ça? Pas de questions? On continue. Donc bon, ça je vous ai montré effectivement comment est-ce qu'on ajoutait un hash, une paire clé-valeur. Voilà. Et là maintenant on va voir comment effectivement le supprimer. Donc là on revient avec la même chose que dans un arrêt avec un point delete. Excusez-moi. Voilà, donc si jamais je veux supprimer par exemple, on va supprimer Maxime. On fait un pages point delete entre parenthèses, et on met toujours la clé, puisqu'on veut supprimer la clé valeur, on veut supprimer l'ensemble. Donc on supprime la clé Maxime. Et le fait de supprimer la clé, ça me supprime automatiquement la valeur associée. Vous voyez, dans le dernier ici, ça, il n'y a plus Maxime. Voilà, ça me l'a supprimé. Il y a Agathe qui demandait est-ce qu'il est possible de donner un exemple concret de l'utilisation d'un hash? Concret de l'utilisation d'un hash. Tac, tac, tac. Ben, là, par exemple, en fait, concrètement, là, c'est pas complètement faux ce qu'on a mis, dans le sens où, si jamais vous voulez enregistrer, par exemple, une personne avec son âge. Ça, c'est possible. Par exemple, par contre, évidemment, pour éviter les doublons, il faudrait mettre le nom, le prénom et le nom. Voilà, par exemple. Par exemple, dans des données que vous avez quand vous enregistrez, quand vous enregistrez quelque part et qu'on vous demande le prénom, le nom et l'âge. Ça pourrait être enregistré comme ça, par exemple. Voilà. Ça peut être un des exemples concrets là-dessus. Si jamais j'en retrouve un autre plus concret, je vous le transférerai sur le Slack. Parce que là, il n'y a rien qui me vient vraiment mis à part celui-là, il n'y a rien qui me vient de tout de suite. Mais si je vais essayer d'en trouver un et je vous enverrai ça sur le Slack. Un exemple concret de l'utilisation d'un hash. Tout simplement, ça vous permet de conserver de la donnée. Voilà, par exemple, Dan Carbone a raison, numéro de sécu avec une personne. Totalement. En fait, ça vous permet de conserver de la donnée dans une certaine manière qui est beaucoup plus utilisable et réutilisable par la suite. Vous allez pouvoir la modifier et la transformer beaucoup plus simplement que si on passe avec un arrêt, quoi. En gros, tout simplement. Voilà, parce qu'en fait, si vous vouliez faire, on va dire, entre guillemets, la même chose avec un arrêt, on ferait ce qu'on appelle un arrêt d'arrêt, donc un arrêt multidimensionnel. C'est-à-dire, pour se remettre à peu près au niveau des arrêts, ça donnerait ça.
on devrait faire un identifiant mot de passe. Effectivement, on pourrait faire ça aussi. Il vaut mieux se sécuriser. Mais bon, là, c'est pas très sécure. Donc, avec un hash, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux pour la sécurité. Mais ce serait la même idée. Identifiant mot de passe, tout à fait. Donc, par exemple, si on veut faire la même chose que ce qu'on a fait en hash dans un arrêt, c'est possible. Alors, par contre, ça nous oblige à faire ça. Donc là, on va mettre Maxime, 31. Vous voyez, donc là, en fait, dans le hash, j'ai mis un premier hash qui contient deux valeurs. La première Maxime, la deuxième 31. Donc l'hash. Dans la deuxième, on fait la même chose. On met Pauline. Hop. 25. Et vous avez compris le principe. Mais bon, vous voyez tout de suite la limite, c'est que vous avez intérêt à bien l'écrire comme ça correctement. Donc, d'abord le prénom, puis après le numéro. Parce que si jamais par mégarde, vous inversez, hop, quand vous allez vouloir accéder à la donnée, vous pouvez vous tromper. Vous partez du principe que le premier, c'est toujours le prénom et le deuxième, c'est toujours le nombre, enfin l'âge. Et là, d'un seul coup, il y en a un qui n'est pas dans le même format. Ah. Et là, il y a des problèmes. Donc, c'est aussi à ça que sert aussi l'étape de hachage, c'est que c'est plus lisible également, parce que faire un truc comme ça, là, c'est pas viable. Ça, c'est pas très, très viable. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les hash, déjà, dans un premier temps? On est bon. On est bon. Alors, on va revoir ce qu'on avait dit justement concernant les itérateurs. Rappelez-vous, on avait vu le point each mercredi, et je vous avais dit ça se fait sur une collection, donc en gros sur un arrêt ou un hash. Je n'étais pas trop rentré dans le détail parce que je savais qu'on allait voir ça aujourd'hui, donc c'est pour ça que maintenant, on va le voir plus en détail. Donc, par exemple, pour un arrêt, hop là, on va mettre ça en commentaire, je vais récupérer ce que j'avais, arrêt de nom que j'ai ici. Je vais... Voilà. Je vais juste enlever le nil et on va laisser le reste. Donc, pour accéder, par exemple, on veut afficher tous les éléments qu'il y a dans l'arrêt, et un par un. Donc, là, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est named. Là, on met l'itérateur, le each, d'où on lui dit de faire. Et là, on n'oublie pas qu'on a un arrêt à la base. Donc là, en fait, entre ces deux bâtons, on va lui donner, en fait, la donnée qui va être prise à chaque fois. Donc là, en fait, ce sont des noms. Et ici, le end, toujours. Et entre les deux, on va mettre ce qu'on veut faire. Donc, en l'occurrence, on veut afficher les noms. Donc, comment il faut le lire? Vous voyez, donc là, je mets l'arrêt en question. Sur cet arrêt, je lui dis pour chaque élément, d'où, donc name, en fait, je lui précise, bah voilà, je donne un nom de variable, entre guillemets, à ces éléments. Pour chaque élément qui va passer, en fait, name va prendre pour valeur l'élément au fur et à mesure. Donc, la première fois que ça va passer, name va être égal à Maxime. La deuxième fois, elle va être égale à Pauline. Après, Nathalie, et ainsi de suite. En fait, name, c'est vraiment là, ça devient une variable qui est utilisée, que vous pouvez utiliser entre le do et le end, au final. Donc, si je lance ça, vous voyez que ça m'affiche Maxime, Pauline, Nathalie, Raphaël, 42 trous. Voilà, ça m'a tout affiché. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, déjà, par rapport à l'arrêt? Enfin, l'itérateur sur l'arrêt. Moi, j'en ai pas. On n'a pas. Alors, vous en doutez. Ah oui, une manière plus simple aussi de l'écrire, si jamais vous voyez que c'est pas très... s'il n'y en a pas beaucoup à mettre dedans, si vous voulez juste afficher, vous pouvez le mettre en fait en une seule ligne. Donc ça, vous pouvez le faire aussi bien en écrivant name.each. À la place du do, vous mettez en fait des accolades. Et à l'intérieur, vous remettez le bâton name et à la suite puts names. Ça, c'est pour le faire en une seule ligne au lieu de 3, par exemple. Voilà. Ça et ça, c'est exactement la même chose. Vous revenez exactement au même avec l'un ou l'autre. Je vous mets en commentaire ici celui-là. Donc souvent, vous en doutez, on va utiliser le do end pour la simple et bonne raison que, généralement, on met rarement qu'une seule ligne entre le do et le end. On en met plusieurs. Si jamais on a besoin vraiment de mettre qu'une seule ligne, à ce moment-là, effectivement, on le fera sur ce qu'on appelle du inline. Comme ça. Voilà, sachez qu'il existe les deux méthodes d'écriture. Mais à partir du moment où vous voulez mettre plus de lignes là-dedans, par exemple, si jamais on voulait dire que name est égal à name plus, allez, on va rajouter un S. Hop. Tac. Non, ça va planter d'ailleurs, ça. Parce que j'ai 42 et trous à la fin, donc il ne va pas apprécier. Allez, regardez, on va voir comment ça plante. 1,
voilà, vous voyez, il m'affiche bien Maxime, Pauline, Nathalie, Raphaël avec un S à la fin. Et là, d'un seul coup, il se dit, oh là là, tu me donnes un integer et tu me dis de mettre un string avec. Et là, vous voyez, il dit string can be converted into integer. Donc, en fait, il ne peut pas transformer ou faire coexister, en fait, le string avec le string S avec l'entier 42. Et il m'aurait fait la même chose avec true. Donc là, il me renvoie effectivement une erreur. Mais vous voyez, si vraiment on veut écrire plusieurs lignes, comme ça, là, on ne pourrait plus utiliser le inline qu'on a fait ici. Voilà, c'était pour information. Voilà, sachez qu'il y a les deux méthodes pour le faire. Alors, s'il n'y a toujours pas de questions, on va continuer. Donc, bah, voilà, là, on voyait justement, pour itérer sur ce qu'on appelle un multidimensional array, donc un tableau multidimensionnel, comme on avait là, à ce moment-là, il faut faire 2 each, en fait. Donc, on va faire ça. Et tout ça. Voilà. Donc là, j'ai fait effectivement donc un arrêt, enfin 2 arrêts dans un grand arrêt. Donc pour accéder à ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça en fait. Je vais faire en dessous et je remettrai celui-là comme il était pour éviter de casser l'exercice. Donc pour atteindre ça, pour avoir chaque élément, si jamais je fais juste un named.each do name, ici si j'affiche, qu'est-ce qu'il va me renvoyer? Alors, si jamais je fais put, name, vous voyez, il me les affiche quand même correctement, ce qui va me redonner la même chose. Mais par contre, si on faisait print, en fait, on se rendrait compte, oups, c'était pas clair que je voulais faire, c'est pas grave, vous voyez, on se rend compte que finalement, ben, en fait, il m'affiche bien, mais les 2 arrêts séparés. Alors moi, je veux accéder à chaque élément à chaque fois. Donc en fait, à l'intérieur de ce each, on refait un each. Par contre, vous ne lui mettez pas la même nom de variable que name, hein, ça va de soi. Il faut lui en trouver un autre. Toujours le end. Et là, vous pouvez faire un put solo name, par exemple. Ça va vous afficher toujours Maxime, Pauline, Nathalie, Raphaël, mais ça permet d'accéder vraiment à chaque élément strictement. Vraiment strict. Et si jamais je fais un print ici, pour bien voir comment est-ce que ça ressort. Voilà, bon, si je fais un print, il me les met, vu que c'est des strings, il me les met tous les uns à côté des autres, en mode brutal. Mais dans l'idée, c'est ça, je les ai vraiment bien l'un après l'autre. Vous voyez la différence sur le print, en fait, c'est que ça permet de mieux voir que là, ça me renvoie bien l'un après l'autre, alors que ici, le print m'avait donné vraiment un arrêt, puis l'autre. Voilà, donc comment est-ce qu'il faut décomposer dans ce cas-là? C'est que le premier each, il se dit, bah, dans l'arrêt principal, je prends le premier élément que j'ai, qui est tout ça. Et ensuite, toujours dans le premier each, après, une fois qu'il aura fait le premier each, il fera le deuxième élément, qui est tout ça. Donc après, quand dans ce each, on refait un autre each, en fait, il se dit, OK, je prends le premier élément, et là-dessus, je refais un each, et je reprends chaque élément. Donc là, je prends Maxime et Pauline. Une fois que j'ai fini, hop, on ressort là, on arrive sur celui-là, il se dit, bah, maintenant, je prends le deuxième élément que j'ai, donc tout ça, je refais un each dessus, et je prends Nathalie et Raphaël. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Yep. Oui, on a l'air bon. Eh ben, on continue. Eh ben, vous en doutez, maintenant, on va le faire, mais sur des haches, puisqu'on peut le faire également sur des haches. À la petite particularité, c'est que sur les haches, vous savez qu'on a ce qu'on appelle le système de clé-valeur. Donc, si vous faites un each, un hash, mais que vous ne mettez pas, en fait, dans le... Je vais vous l'écrire tout simplement. On va reprendre le hash que j'avais fait ici. Hop, mon hash. Voilà. Donc ici, si je veux itérer, enfin each, et là, justement, c'est ce qu'on avait. On rappelle qu'on a un combo clé-valeur. Donc, pour pouvoir ici accéder à tout, il faut ici qu'on mette la clé et la valeur. Parce qu'on a 2 types de données. D'accord? Donc, la clé fait référence à ici, et la valeur fait référence à là. Alors, vous pouvez les nommer. Là, j'ai nommé clé-valeur, mais en réalité, il faudrait que je mette plutôt name et âge. C'est la réalité. Voilà, nommez bien les variables, c'est important, ça permet de plus facilement retrouver les choses. Donc là, je sais que j'ai des noms et un âge. Et là, ce qu'on peut faire, par exemple, on va revoir un concept qu'on a vu.
hop, qui est l'interpolation. Donc, on va mettre name, A, âge. Qu'est-ce qu'il fait? Tac. Et si je fais ça, il m'affiche pour chacun, en fait, il récupère, il passe dessus, il se dit, OK, le premier, la clé, c'est Maxime Alexandre, son âge, c'est 31, et ainsi de suite. Pauline a 25 ans, Dan a 43 ans. Voilà. Ça permet de récupérer et de lire plus facilement les données. Donc, vous pouvez, les itérateurs, vous allez voir, on les utilise énormément, surtout le hitch. Il est très utilisé, parce que c'est ce qui permet, en fait, d'itérer sur tous les arrêts, les haches. Ce n'est pas le seul, mais il y en a plein d'autres. Mais déjà, celui-là, sachez qu'il est très utilisé. Voilà pour les itérations. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Que ce soit sur l'arrêt. Une question. Oui. Alors, il y a une question d'Anne-Charlotte qui demandait: je ne vois pas la différence en termes de résultats entre l'arrêt et le hash. Les données s'affichent les unes après les autres. Quelles sont donc les différences? Pourquoi faire un arrêt plutôt qu'un hash et inversement? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on fait un arrêt dans le sens, vous faites plutôt un arrêt dans le sens où vous avez une donnée à chaque fois, mais qui n'est pas associée à quelque chose. C'est ce qu'on avait mis tout en haut, où justement on faisait Maxime, Pauline, Nathalie, Raphaël et ainsi de suite. Là, vous avez juste une donnée, donc juste un nom. Par contre, si jamais vous voulez dire que une personne, comme on disait, par exemple, avec le numéro de sécu, donc vous avez le numéro de sécurité sociale, qui sera en fait la clé, parce qu'en fait, il est unique, associé à un nom ou avec nom, prénom, ou juste le nom, par exemple. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas utiliser un arrêt parce que ce n'est pas pratique à lire après. C'est ce que je vous disais en fait ici. Sinon, il fallait écrire Maxime 31 et faire un arrêt d'arrêt à chaque fois. Et c'est infâme à gérer derrière. Parce qu'après, pour accéder aux éléments dans un arrêt, n'oubliez pas que pour accéder aux éléments, on utilise soit le nom de la clé, le nom directement en fait de l'élément, soit en fait son index. Or, quand vous voulez atteindre 31, ici par exemple, dans un arrêt d'arrêt, vous voulez atteindre 31, il faut vous dire que vous êtes dans le premier élément. Ça d'ailleurs, c'est un petit truc qu'on n'a pas vu. Hop, je vais vous le montrer. Comment accéder par exemple à Maxime ou à 31? Là, vous êtes obligé de faire Pages, entre crochets, je veux le premier élément, qui est 0. Donc, le premier élément ici, c'est ça. Maintenant, dans cet arrêt, je veux cet élément-là. Donc, ça veut dire 0. Et après, l'autre élément, ce sera 1. Et ça va m'afficher, ça va m'afficher par exemple 31. Mais je ne sais pas à qui il est lié. Il faut savoir de base que dans Edges, là, on le voit parce que c'est écrit. Mais vous, il est possible, quand vous avez manipulé les données, vous ne savez pas qui est lié avec quoi. C'est là la difficulté, justement. Là où le hash, comme vous avez pu voir ici, je peux y accéder en fait en appelant directement la clé. Vous voyez, ici en appelant directement, plutôt ici, en appelant directement la clé, je sais quelle est la clé, j'ai accès directement à sa valeur. C'est beaucoup plus pratique dans ce cas-là quand vous avez vraiment deux choses qui sont associées l'une à l'autre. Donc c'est dans ce cas-là, un arrêt, si rien n'est associé l'un à l'autre, vous pouvez faire un arrêt, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous avez besoin d'associer deux éléments vraiment ensemble, à ce moment-là, il faut faire un hash. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ouais, nickel. Bon. Il y avait une question de Sébastien. Je croyais que les interpolations ne fonctionnaient qu'avec les strings. Et du coup, ça répond aussi à… Alors, on a hésité à te donner la réponse. Voilà, on avait hésité, ouais. J'ai hésité à te donner la réponse, effectivement. Vous voyez que name, ici, est un string, donc ça, pas de problème, mais c'est déjà dans un string. Et là, âge, en fait, c'est un integer. C'est un entier. Et en fait, je l'affiche dans un string. Eh bien, c'est pas dérangeant. C'est vraiment pas dérangeant. Il va le convertir au moment de l'affichage, il va le convertir comme un string. Âge sera toujours un nombre. Si derrière, là, je fais put âge, et derrière, par exemple, on veut voir la classe de âge, si je fais .classe, même après être passé à l'intérieur de ça, ça reste toujours un integer, quoi qu'il arrive. Mais par contre, une fois qu'on interpole, en fait, il le considère comme un string. Il le transforme comme un string. Donc, ce n'est pas un souci. Donc, effectivement, pour l'exemple qu'avait fait Seb P hier, le point .os sur… lui, en fait. Ah, c'est Sébastien Picard, d'accord. Ouais, j'avais pas vu. Ah oui, mais j'ai pas vu moi, je vois pas qui a posé la question, c'est vrai. Donc voilà, effectivement, le point .os n'était pas nécessaire dans ton cas. Voilà. Pour information.
bon là-dessus? Voilà, donc bah, on a vu les arrêts et les haches. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les arrêts, les haches avec l'itérateur each dessus? Ou est-ce que ça, c'est tout bon déjà? On a l'air bon. On a l'air bon? Oui. Ok. Alors, on va passer à un petit exercice qu'on va faire ensemble. C'est un jeu du pendu. Vous voyez là, en fait, je l'ai déjà codé. Donc, je ne vais pas vous le montrer. Le but du jeu, c'est qu'on essaie de réfléchir tous ensemble. On va créer un nouveau truc. Un nouveau. Là, j'ai créé le nouveau fichier. Alors, on va faire un petit jeu du pendu. Donc, le but du jeu, c'est en fait vous savez, c'est que ça va choisir un mot random. Et après, ce mot-là, il va falloir essayer de le deviner. Donc, il faudra évidemment afficher le mot, mais masqué, avec soit des tirets, soit des étoiles, justement, pour que la personne puisse voir combien il y a de lettres dans ce mot. Et après, il faudra que le jeu demande à l'utilisateur, au joueur, à chaque fois, de mettre une lettre. Et après, ça doit comparer si cette lettre est bien dans le mot. Et si elle y est, ça doit la faire afficher, en fait, au moins la lettre. Dans le mot masqué, ça doit remplacer l'étoile ou le tiret par la lettre trouvée, jusqu'à ce qu'il puisse trouver le mot en entier. Voilà. Donc, je vous propose qu'on fasse ça tous ensemble, si ça vous dit. Alors, d'après vous, par quoi est-ce qu'on commencerait? On ne parle pas le choix des mots, je vais le faire après. Hein. Ça, je vais le connaître moi dans l'immédiat, le choix des mots. Donc là, on va utiliser pour le choix des mots, par exemple, moi, pour faire un choix de mots, je vais utiliser un arrêt parce que c'est des mots simples. Donc là, on va dire, hop, par exemple, avion. On va dire, les mots qui viennent, n'importe quoi, chat. Chien, parce qu'on mis ensemble, on va en mettre 3. Alors, petite méthode que je vous montre comme ça. Pour choisir un mot, d'ailleurs, pour choisir un mot aléatoirement, vous feriez comment là-dedans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite idée déjà? Peut-être pour vous guider un peu, est-ce que quelqu'un a le nom de la méthode qui permettrait de faire ça? Il y a une méthode en Ruby qui fait ça tout seul. Très bien. Il doit y avoir une fonction random. Alors, plusieurs solutions à nous. Alors, le point random ne marchera pas. Mais par contre, on pourrait le coder avec un random. Ce serait faisable. Les or, pour qu'ils choisissent aléatoirement avec des or, je ne vois pas trop. Mais et vous n'étiez pas loin avec un point quelque chose? C'est point quelque chose, mais ce n'est pas random. Eh oui, mais comment est-ce qu'il le choisit, le programme? Ça ne sera pas de chose. Alors, je vous laisse regarder dans le lien que je vous ai donné sur la doc Ruby. Je vous laisse regarder rapidement en 2 petites minutes. Vous allez voir, vous allez sur le lien de la doc Ruby, vous cherchez dans les méthodes concernant les arrêts. Peut-être le plus simple, c'est que je vous donne au moins le lien. Doc Ruby arrêt, par exemple. Hop, on va là. Voilà. Je vais vous le mettre ici. Voilà. On n'est pas loin avec. On pourrait faire un shuffle, effectivement. C'est une des méthodes, mais ce n'est pas celle qui va choisir le mot. En fait, le shuffle va effectivement mélanger les mots au hasard. Donc, on pourrait très bien faire un point shuffle, par exemple. Et après, avec ce shuffle, on choisit toujours celui qui a l'index 0. Oui. Ça va mélanger tout le temps et on prend toujours celui qui a l'index 0. Comme il mélange, ça marcherait, par exemple. Alors, je ne suis même pas certain que ça marche, en fait. Je ne sais pas si on fait un point shuffle avec le truc 0 derrière. On va faire un test. Il faut le faire en 2 fois. Si jamais je fais ça. Voilà, vous voyez, ça marche. Là, ça m'a donné chien. Exactement. Sample. Bien trouvé, Raphaël. Sébastien, pareil. C'est sample. Effectivement, si vous faites sample, il choisit lui tout seul un mot dans l'arrêt. Tout simplement. Il ne s'embête pas. Vous voyez, là, chat, chien, chat, chien. Il n'aime que les animaux, il n'aime pas les avions. Ah, même. Voilà. Là, il va choisir un mot aléatoirement.
avec le sample, voilà, petite méthode très simple qui permet de choisir aléatoirement dans un array un mot au hasard, enfin une des données qui a été enregistrée. Ok, donc on a le mot qu'on veut trouver, qui est le word to find. Alors, maintenant qu'on a ce mot, on va partir du principe qu'il faudrait afficher. Comment est-ce qu'on pourrait, d'après vous, qu'est-ce qu'on utiliserait? Je vais vous demander plutôt qu'est-ce qu'on va utiliser comme, pas une méthode, mais qu'est-ce qu'on va utiliser comme, comment dire, quel type, en fait, de... Alors, je vais vous donner un petit peu la réponse. On va utiliser plutôt un arrêt ou un hash pour essayer de masquer le mot, d'après vous. Et pourquoi, bien sûr. Si vous choisissez un des deux, 50% de chance. Tu mettrais les différentes lettres dans un arrêt. À chaque des conditions qu'elle peut être soit masquée, soit affichée, soit masquée. Et bien en fait, la réponse, étonnamment, la réponse, en fait, vous allez voir, on peut utiliser les deux. C'est faisable avec les deux méthodes. Il y en a une qui est plus simple que l'autre. C'est plus simple avec un hash qu'avec un arrêt, mais c'est faisable avec des arrêts également. On peut le faire des deux manières. Donc là, j'essaye d'accélérer un petit peu parce qu'on n'a pas non plus toute la journée. Et bon, il est assez long à écrire si on veut le faire très, très, très bien. Mais en fait, on pourrait faire un hash. Donc ça, je ne vais pas m'embêter, ne m'en voulez pas. Je vais copier-coller ce que j'ai fait. Je vais vous l'expliquer. Hop, voilà. Alors, pourquoi j'utilise un hash? Je vais vous expliquer un peu plus ce que j'ai fait. Parce que si, en fait, là, il faut se dire une chose, c'est qu'il faut voir un peu plus loin. En fait, vous le verrez, là, on n'aurait pas le problème. Donc, on pourrait le faire sans le fait de mettre, en fait, un index. Mais je vais vous expliquer. Donc là, je crée un hash vide que j'appelle hidden word, puisqu'en fait, je veux le cacher. Sur ce hidden word, en fait, là maintenant, sur word. C'est word to find d'ailleurs. C'est pas word, c'est word to find, excusez-moi. Je l'ai renommé. Donc sur word to find. Je fais, donc là, ces méthodes-là, je vous les donne, hein, je ne vous les fais pas chercher. Je fais un each char, parce qu'en fait, c'est sur un string. On ne fait pas un each sur un string. Pour avoir chaque lettre, on fait un each char, pour each caractère. J'ai rajouté personnellement avec une autre méthode. Vous voyez qu'on peut enchaîner les méthodes. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un point each char, et dessus, je rajoute un point with index. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque lettre a un index également. Hein. Pour information, c'est vrai que ça, on n'aurait pas parlé lors des strings. Si par exemple, je fais, c'est-à-dire name est égal à voilà. Si jamais je fais name 0, ça ne va rien faire. Ça me donne que le M. Ça veut dire qu'en fait, même les strings ont un index. Même chaque lettre a un index. Donc, en faisant un each char with index, donc là, je fais mon do parce que je suis sur un itérateur. Vous voyez le each, donc je suis sur un itérateur. À l'intérieur, ici, je mets. Alors, ça, en fait, c'est la lettre, si vous préférez. Je vais l'écrire letter et je vous expliquerai après pourquoi j'ai mis juste un underscore. Donc, le letter fait référence au each char. Le index, ici, fait référence au with index. Et moi, ce que je fais ici, en fait, c'est que dans hidden word, vu que c'est un hash, je lui dis que la clé, ce sera l'index. Et là, la valeur, j'ai mis une étoile pour le cacher. Pourquoi je n'ai pas mis la lettre? La raison est très simple, c'est que la lettre, en fonction des mots, là, je vais en rajouter un pour ça. Homme, ça a 2 fois la lettre M. Or, si je mettais la lettre ici, ça veut dire que la clé est une lettre. Si j'ai 2 fois la lettre M, ça ne va pas s'afficher correctement. Il ne va pas pouvoir la rajouter. Il va réécrire dessus avec une étoile, en fait. Donc, il ne va rien se passer. Donc, résultat, nous, le mot, il s'afficherait pomme, mais avec un seul M. Pour information. Voilà, donc, ce que je fais, moi, en l'occurrence, c'est j'itère sur chaque lettre, parce que je n'ai pas le choix, parce qu'il faut itérer sur chaque lettre, avec l'index, et je récupère chaque index, l'index de chaque lettre, et j'utilise en fait le numéro d'index. Ça veut dire qu'en fait ici, le tout premier, ce sera 0 vaut une étoile, 1 vaut une étoile, et ainsi de suite. Et en fait, le but du jeu, c'est quand la personne va mettre une lettre, ça va trouver la lettre,
ça va aller en fait, on va regarder si la lettre existe. Et si la lettre existe, il va juste suffire en fait de récupérer sur Word2Find l'index ou les index où se trouve cette lettre. Et quand on sait où est-ce qu'il y a les index, on peut remplacer directement là-dedans l'étoile par la lettre en question. Est-ce que c'est assez clair ce que je viens de dire ou je recommence? À la tienne. C'est assez clair? Je pense que oui, et après en ayant la correction, enfin... De toute façon, après, vous aurez le programme entier. Donc, ce n'est pas un souci, mais de toute façon, là, on va le faire. Alors, ça, par contre, je vais vous le détailler rapidement, mais je ne vais pas vous y faire réfléchir parce qu'on n'a pas vu les méthodes. Ça, je vais l'écrire moi. Cette méthode-là, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer les index de chaque lettre. Voilà. Au lieu de récupérer un seul index, parce qu'en fait, il existe une méthode, mais qui permet de récupérer que le premier, l'index, mais de la première occurrence de la lettre. Or, nous, il nous le faut toutes, si jamais il y en a plusieurs. Donc, vous voyez qu'en fait, ce que je fais, c'est je crée un arrêt vide. Donc, en fait, je crée une méthode qui s'appelle occurrence. À occurrence, je lui passe deux arguments, word et player letter. Donc, plutôt clair, word, c'est en fait, c'est lui, c'est Word2Find. Et player letter, c'est la lettre que va saisir le joueur. Dans cette méthode, donc ça commence ici, ça finit là. Donc tout ce qui est à l'intérieur ne concerne que cette méthode. Tant que je n'appelle pas la méthode, il ne se passera rien. Là-dedans, ce ne sera pas exécuté tant que je n'ai pas appelé la méthode. Là-dedans, je crée une variable que j'appelle indexes pour dire plusieurs index. Voilà. Je crée un arrêt vide, en l'occurrence. Là, je réutilise la même chose que j'ai fait tout à l'heure, word.eachcar with index. Qu'est-ce que je fais? En fait, dans indexes, en fait, je récupère juste l'index si la lettre qu'a saisie l'utilisateur. Ce qui me permet que si, par exemple, il met la lettre M, là, vous ne le voyez peut-être pas très bien, vous verrez plutôt, quand ce sera complet, vous le verrez mieux. Si jamais il utilise la lettre M, en fait, ça va me récupérer l'index de la lettre M, qui est donc 2, puisque 0 c'est P, 1 c'est O, 2 c'est M. Et quand il va arriver sur celle-ci, sur le troisième index, il va se dire, ah, bah, c'est M aussi, bah, je le rajoute dans indexes, dans le variable indexes, je mets en fait les index 2 et 3. Et je renvoie indexes à la fin pour que moi, dans une variable, je puisse stocker tout ça et avoir en fait un arrêt avec des index. On va continuer, vous allez voir à quoi elle sert plus tard cette méthode. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc maintenant, on a le mot à trouver. On sait comment le cacher. On a trouvé comment à peu près le cacher. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ensuite? On pourrait effectivement demander au user des propositions de lettres. Donc, on pourrait dire, par exemple, de saisir une lettre. Et là, effectivement, on va pouvoir mettre, allez hop, on va mettre player letter, comme ça au moins c'est plus clair pour tout le monde. Ici, c'est un get.show. On pourrait effectivement aussi donner les consignes du jeu, juste avant. Donc, ici, on pourra se mettre un put. Bienvenue au pendu. Jeu. J'avais déjà écrit à faire, je vais reprendre parce que j'avais fait ça. Voilà. Alors, il va donc falloir afficher, il va falloir qu'on affiche également le mot à trouver, mais le mot masqué. Donc, pour afficher le mot masqué, vous en doutez, là, actuellement, c'est dans un hash, qui est hidden word. Comment est-ce qu'on pourrait, au lieu d'afficher étoile par étoile, comment est-ce qu'on pourrait en fait récupérer toutes ces étoiles et les afficher comme un string? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est si quelqu'un a une idée, sinon je vais l'écrire parce que bon, c'est pas non plus forcément intuitif. Non. Non. Tu peux y aller. Donc, hop, je vais récupérer ce que j'ai fait, je vais vous l'expliquer. En fait, je l'ai fait en 2 étapes. Voilà. Hop là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, pour afficher le mot, j'ai créé
un arrêt vide. Et là, sur le mot caché, j'ai fait un each, tout simple. Donc là, rien de plus simple. Hein. D'où, pour expliquer ça, vous vous rappelez, j'ai dit que sur un hash, quand on itère sur un hash, il faut toujours clé et valeur. Donc la clé, c'est ici. Normalement, ça, c'est l'index. C'est index et star. Les stars, c'est les petites étoiles. Quand on ne l'utilise pas, en fait, quand on n'utilise pas c'est une petite convention, quand on n'utilise pas au final un de ces deux-là, et que là-dedans, à l'intérieur, j'ai utilisé que star, la convention veut qu'on mette un tiret pour dire que, effectivement, ici, je sais que normalement, il y a l'index, mais là, je ne l'utilise pas. Comme ça, en fait, la personne, quand elle arrive sur là-dessus, elle se dit, OK, ça, il ne l'utilise pas, ça veut dire qu'il n'utilise que le deuxième. Vous n'êtes pas obligé dans l'immédiat, si vous ne le retenez pas, ça, c'est pas grave, vous verrez plus tard, au fur et à mesure, quand vous ferez la fonction de jalon, vous verrez qu'on la prend et que vous l'utiliserez naturellement au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que je fais? En fait, je rajoute pour chacun, pour chaque paire clé-valeur, je rajoute que la valeur dans mon arrêt. Alors, underscore, excusez-moi, pour un underscore, pas un tiret. Le tiret, ce serait effectivement celui-là, mais ça ne marche pas. Un underscore, je me suis trompé. Donc là, je rajoute en fait toutes les étoiles là-dedans. Et ici, en fait, ce que je fais après, donc je vous montre une nouvelle méthode qui est le point join. Sur un arrêt, quand vous faites un point join, ça prend tout ce qu'il y a dans l'arrêt et ça le colle les uns à côté des autres. C'est-à-dire que là, en fait, toutes mes étoiles, qui étaient dans un arrêt avec séparées par des virgules, ben, elles vont toutes être collées. Par exemple, si jamais je fais un put display word, hop, et je relance, vous voyez, là, il m'a affiché 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Voilà, si je le relance, il faut que je l'arrête, c'est vrai. Voilà, il m'a refait afficher 5 étoiles, j'ai un mot avec, voilà, et là, j'ai 4 étoiles. Donc, on sait que le mot, il a soit 5, soit 4, voilà, donc là, c'est à deviner. Voilà, ça ne marche pas, j'ai mis A, mais ça ne marche pas, c'est pas grave. OK. Donc là, effectivement, on affiche ça. On affiche le mot. Là, on le fait simple. Hein, on ne va pas faire tout le blabla que j'ai fait autour pour afficher le mot. OK, on demande la lettre au joueur. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Exactement. Donc après, effectivement, on va vérifier que la lettre soit bien dans le mot. Si la lettre est dans le mot, donc, enfin, on va déjà faire le simple. Si la lettre n'est pas dans le mot, on lui dit, c'est pas bon, pas de problème. Si par contre la lettre est dans le mot, que fait-on? Je vous pose toutes les questions maintenant, et après, comme ça, en fait, pour gagner du temps, je fais un copier-coller de ce que j'ai déjà écrit. Effectivement, Vanina, tu n'as pas tort. À quelle place est la lettre? Et après, on va afficher la lettre, effectivement, à la place des petites étoiles. Donc, c'est là qu'en fait, on va retrouver la petite méthode que j'ai créée ici, occurrence, qui va permettre de récupérer l'index de là où se trouve cette lettre, ou ces lettres, si jamais il y en a plusieurs. Et en récupérant, en fait, cet index, je vais pouvoir, vous vous souvenez, dans le hash ici, c'est la clé valeur, c'est l'index avec une étoile. Donc, je pourrais remplacer directement dans le hash hidden word, vu que j'aurai les index ici, je pourrais remplacer directement dans hidden word l'étoile par la lettre. Résultat, quand je la rappelle ici, hidden word, ben, j'aurais plus l'étoile, j'aurais une lettre à la place. Et ça va remplacer automatiquement en fait l'étoile par la lettre à l'affichage également. Tout sera fait d'une seule traite. Alors, hop, je vais récupérer ce que j'ai fait. Je ne m'en voulais pas. Tac, tac, tac. Alors, bon, moi, j'étais allé un peu plus loin, où j'avais même contrôlé, en fait, si jamais la personne avait saisi plus d'une lettre. Et ça, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est que, voilà, vous m'avez donné l'idée de ce qu'il fallait. C'est tout ce qui m'importe. C'est le plus important. Le plus important dans le code, n'oubliez pas une chose, surtout quand on fait un truc comme ça, c'est la logique que vous avez, en fait, à ce moment-là. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qui intéresse énormément de monde en général, c'est voir la logique que vous avez quand vous voulez résoudre un exercice. Si vous avez la logique, c'est pas grave si dans l'immédiat, vous n'avez pas tous les éléments pour le faire. Vous avez au moins certaines choses. La logique, c'est déjà une grande partie, et ça, c'est très bien. Donc, cette partie-là, c'est ce que je vous disais. Ici, je contrôle si la longueur est supérieure à 1, c'est-à-dire qu'il a mis plus d'une lettre.
Je contrôle en fait si le mot en fait que lui il a saisi, donc le player letter, est égal au mot. S'il est égal au mot, je m'arrête parce que ça veut dire qu'il a gagné puisqu'il a trouvé le bon mot. Si jamais il s'est trompé, bah, je lui dis que c'est pas le bon mot, tout simplement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. J'ai mis les index est égal donc à occurrence, qui est le nom de la méthode. Et on n'oublie pas qu'ici, il faut lui donner deux arguments, enfin deux paramètres en l'occurrence. Puisque moi, quand j'ai créé la méthode, je lui ai mis deux arguments. Vous voyez, il y a Word et Player Letter. Donc ici, il faut faire la même chose quand on appelle la méthode. Voilà. Donc là c'est plus Word qu'on et Player Letter, ça n'a pas changé. Donc ici, alors, pour c'était Sébastien, justement, ou quand tu avais fait ton exercice, justement, toi, ça ne te retournait rien à ce moment-là. Tu vois, moi ici, en fait, j'ai juste mis indexes. En fait, il faut savoir que en Ruby, dans une méthode, la dernière ligne, ici, il y a un retour implicite, un return implicite. Soit vous écrivez vous en dur, mais en fait, il est implicite quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Voilà. Petite information. Voilà. Vous pouvez soit mettre un return si c'est plus simple pour vous au fur et à mesure pour être sûr que ça returne bien ça, soit sinon vous l'enlevez et il y a un return implicite à cet endroit-là. Bon. Donc moi, en fait, ce qui se passe, c'est que dans indexes ici, j'ai un arrêt. Très important de savoir qu'on travaille avec quel type de données on travaille. Donc là, je travaille avec un arrêt. En l'occurrence, un arrêt d'integer, qui sont des index. Et en fait, ce que je fais, je vérifie si indexes, alors là, c'est une nouvelle méthode que je vous montre, qui s'appelle empty, avec un point d'interrogation. Rappelez-vous, on avait dit quand on met un point d'interrogation, ça peut nous renvoyer quoi? Ça ne nous renvoie que deux valeurs possibles. Est-ce que vous vous en souvenez? Exactement. True ou false. Bien joué. C'est exactement ça. Donc, en fait, au lieu d'écrire pour voir s'il y a quelque chose de complet, on a une méthode qui est déjà faite. Je fais si indexes est empty, donc est vide, c'est-à-dire si ça c'est true, ça veut dire si c'est vide, je lui dis ben, la lettre elle n'est pas dans le mot. Parce qu'en fait, je l'ai contrôlé avec occurrence juste au-dessus. Quand on va ici, si letter est égal à player letter. Pour chaque lettre du mot, je contrôle si c'est égal à la lettre qu'a saisi le joueur. Or, ben non, c'est pas égal, donc je renvoie, c'est pas dans le mot. Sinon, ben, je me dis, ok, ben, si c'est non, pour chaque index, au cas où il y en ait plusieurs, pour chaque index, je remplace dans le hash hidden word, index, en question que j'ai récupéré, par la lettre du joueur. Ce qui fait que ça va me remplacer en fait l'étoile par la lettre à ce moment-là. Est-ce que c'est tout le monde ce que je viens de dire? C'est pas clair, dites-le. Hein. De toute façon, on ne va pas tarder à arriver au bout. Je vois qu'il n'y a personne qui dit quoi que ce soit, donc j'en ai vu que c'est plutôt clair. Ok, alors on va continuer. Donc là, on a le fait que ça remplace. Ben, mais il me manque un petit truc là quand même, j'ai l'impression. Hein. Cela, si je lance le jeu, bon, déjà, syntax error. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Invalid break. Bah oui, c'est normal. Bah oui, c'est normal. Alors, il me manque quand même un petit truc là. Vous voyez là, en fait, bon, par rapport à ce que j'ai codé, c'est normal. Mais si jamais je mets ça en commentaire. Ou alors c'est le jeu, merci de saisir une lettre. On va dire A. Ben voilà. Il m'a demandé de saisir qu'une seule lettre. Qu'est-ce qui manquerait d'après vous? Et on s'arrêtera là. En fait, il manque juste une chose. Le but du jeu, c'était surtout de vous montrer. Le but du jeu, en fait, c'est que. Alors, effectivement, il faudra afficher le mot avec la lettre. Mais pour qu'en fait, il s'affiche, il va pouvoir s'afficher, mais il manque juste une petite chose. On l'affiche, hein, il est sur le display word. Mais si je l'affiche après, d'accord, mais je ne vais pas pouvoir jouer au jeu du pendu parce que là, à l'occurrence, je ne peux saisir qu'une seule fois une lettre. Et après, le jeu s'arrête. Alors, moi, je veux exactement. Il faut faire une boucle. Alors, là, justement, on va faire une boucle à partir de. Hop, puisque c'est ici. Non. C'est display word, puisqu'on veut afficher le mot. Ça va jouer. Ici.
On va se faire une petite boucle. Et la boucle, on va l'écrire comment? On va faire un while ou un until, laquelle vous voudrez faire. Alors, on a le choix, tant qu'il y a des étoiles, on continue, mais on peut faire un petit peu mieux. Parce qu'en fait, on va lui laisser une limite. On ne va pas le laisser essayer de deviner éternellement. Dans le jeu du pendu, il y a combien d'essais en général? À peu près. Hein. Allez, on en met 7. Donc ici, il va nous falloir un petit compteur. On va dire counter est égal à 7. Et tant que counter, alors je vous montre une nouvelle, c'est point positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que counter est supérieur à 0, ça va continuer. Cette erreur, oui, ça fait 7 essais en fait. Ça revient au même que cette erreur ou 7 essais, on revient à peu près au même. Donc en fait, là, ce que je dis, c'est que tant que counter, donc ma variable counter, est positive, donc supérieure à 0, la boucle va continuer. Hop, là, je mets mon end. Et en fait, ne vous inquiétez pas pour le break. Si jamais, en fait, il trouve le mot, le break, il est là. Mais il va falloir effectivement rajouter un dernier petit break, qui est si jamais... Hop, je l'ai mis où? Voilà. Si jamais, effectivement, le mot qui est affiché, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, si le mot qui est affiché est effectivement égal au mot à trouver. Si effectivement ça et ça, c'est égal, ça veut dire qu'il a trouvé toutes les lettres. Dans ce cas-là, on est bon. Allez, on voit ce que ça donne. Et si ça marche? Boum. Une méthode Word. Bah oui, normal. Alors, où est-ce qu'il est? Ligne 35. C'est moi qui fais des bêtises en faisant des copier-coller. Parce qu'ici, c'est Word to find. OK. Alors, qu'est-ce qu'on teste? Quelle lettre? Alors, on va dire A. OK, le A, c'est bon. Vous voyez, ça l'a remplacé. Maintenant, il faut que je ressaisisse une lettre. Un V. Eh bien. Ensuite, un J. Ah, cette lettre n'est pas dans le mot pour le J. C'était pour voir si ça marchait, mais c'est ça, en fait. Il faut tester même quand ça ne marche pas, voir si je ne me demandais pas. Effectivement, si je mets I, O et N, avion, le code s'est terminé, effectivement. Là, maintenant, il ne manquerait plus qu'un petit message à la toute fin pour dire bravo, vous avez gagné, ou bravo, ou dommage, vous avez perdu. Je vous montre rapidement comment est-ce qu'on faisait comment j'ai fait ce petit message. C'est qu'une fois qu'on sort de la boucle, en fait, je prends counter. En fait, counter, il sera. D'ailleurs, vous voyez ce que j'ai oublié de faire. Pas de souci, Vanina. Je te montrerai la suite après. En fait, ce qui nous manque juste ici, c'est juste de décrémenter counter. Et ici, effectivement, j'ai oublié de décrémenter counter au fur et à mesure qu'on utilise. Sinon, c'était une boucle. Sinon, il demandait à vita éternelle. Voilà. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que si jamais counter est positive, bah, ça veut dire qu'en fait, il a réussi à le faire avant la fin. Et donc, ça veut dire qu'il a réussi. Et normalement, je lui mets même le nombre d'essais. Bon, là, je l'ai appelé try. Voilà. Tout simplement. Ok, super. Voilà pour ce petit jeu. Merci à tous. On a été ravis vraiment avec Maxime et même avec Rémi de vous suivre la dernière semaine. Le principe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer un dernier challenge cet après-midi sur Slack à faire. Plus simple. Plus simple, effectivement, pour vous. Et on vous donnera la correction la semaine prochaine. Sinon, je vous ai fait un petit message récapitulatif que je vais vous poster là avec toutes les dernières infos, l'accès donc à la fiche pratique avec tous les replays. Et aussi vous féliciter parce que vous avez un bravo à tous. Facile, et vous apprenez des nouvelles Vous avez fait une première étape. Donc bravo à tous. Et du coup, je vous donne accès aussi à vos attestations et petits certificats de fin de formation de Start Coding. Donc si vous voulez les diffuser ou quoi, n'hésitez pas à nous taguer. Ça nous fera plaisir de pouvoir vous reposter. Et en parallèle, je voulais juste terminer en disant que on a découvert un nouveau financement là, pour la formation du wagon qui permettrait de prendre en charge en fait la totalité de la formation potentiellement. Donc si jamais vous souhaitez avoir un petit peu plus d'infos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous appeler tranquillement dans les 15 prochains jours avec Laurent pour faire un débrief déjà de Start Coding, avoir vos retours, avoir vos feedbacks pour qu'on puisse l'améliorer si on lance une troisième session.
Pour discuter un petit peu de vos projets aussi, si vous avez envie de vous reconvertir dans le développement web, dans le product management ou dans la data, on sera ravis de vous en parler. Donc, je vous souhaite une super bonne Alors, il y a après-midi. France qui demandait si elle peut toujours effectivement nous poser des questions plus tard. Le Slack, vous n'hésitez pas, vous posez des questions sur le Slack ou même en MP, il n'y a aucun problème, on vous répondra s'il y a des petites zones d'ombre. Il n'y a aucun problème, on est là pour ça. Pour le challenge, essayez de voir entre vous. Donc, je vais vous mettre un peu plus de détails sur le Slack, je vous mettrai tout ça. Et essayez d'abord de résoudre par vous-même avec Internet si vous y arrivez. Sinon, entre vous, posez-vous des questions. Et enfin, si vraiment vous bloquez sur quelque chose depuis un petit moment, genre ça fait déjà 2 jours que vous bloquez dessus ou même une journée, vous n'hésitez pas, vous envoyez un petit message sur Slack et je vous aiderai. Ça marche. Voilà, merci à tous, bonne journée et bonne continuation et peut-être à plus tard au wagon. Oui, merci à tous. Au revoir. Bon après-midi.